Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est avec un réel plaisir de revenir sur cette antenne, sur la 98.7 Océan FM, 846 sur le bouquet canal Horizon, dans l'émission Océan Politique pour décrypter les faits saillants de l'actualité politique nationale. Je rappelle à nos très chers auditeurs que l'émission Océan Politique reçoit les acteurs politiques, les membres de la société civile et les intellectuels de tous bords. J'ai le plaisir d'accueillir un consultant que vous connaissez bien, Ibrahima Diadje Hindeba. Il est analyste politique, fin observateur de l'actualité et toujours prêt à poser les bonnes questions ou à y répondre. Monsieur Ba, bonjour. Bonjour Abdou, l'ancien président de la République du Sénégal. Merci d'être venu. Je vous passe la parole pour vous laisser le temps de saluer non seulement nos chers auditeurs et les sympathisants, vos sympathisants qui vous écoutent sur la 98.7 Océan FM. Mais merci beaucoup Abdou. Comme toujours, comme d'habitude, je suis ravi quand même d'être là, d'échanger avec vous sur les questions politiques, sur les questions d'actualité sur Océan FM. Et j'en profite aussi pour dire bonjour au directeur général, monsieur, mon jeune frère, mon neveu Abdoulaye Diop. Tout à fait. Et à vous-même en tant que journaliste, les techniciens, sans oublier aussi les, comment dirais-je, ceux qui nous écoutent. Les auditeurs. Les auditeurs et les... Surtout nos fidèles auditeurs. Les fidèles auditeurs de Océan FM. Tout à fait. On ne peut pas les oublier, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux grands techniciens qui nous permettent quand même de pouvoir, de nous faire entendre. Ibrahima Diop. Ibrahima Diop, mon homonyme là. Hein? Il est très dynamique. Alors souvent vous vous trompez toujours sur mon nom. Moi je m'appelle Ibrahima Inde Diadje Ba. Ok. Pour être beaucoup plus clair, Ibrahima c'est mon prénom, Inde c'est le nom de mon père, et Diadje c'est le nom de mon grand-père, et Ba c'est mon... c'est mon nom. Ah, ça c'est authentique. Tu vois ce que ça fait? Tout à fait. Donc vraiment, merci beaucoup. Alors donc, prions Dieu pour que ça soit une émission très importante, alors qui peut quand même rendre beaucoup de services. On est là pour ça. Donc, merci beaucoup. Merci, monsieur Ba. Alors, dès l'entame de l'émission, on va directement à l'Assemblée nationale. Ce jeudi 8 mai 2025, une date historique, une date fatidique dans l'histoire politique du Sénégal. Mise en accusation à adopter les 5 anciens ministres renvoyés devant la Haute Cour de justice. Vous avez suivi l'actualité. Alors, quelle appréciation faites-vous sur cette situation de haute portée? Mais bon, ça, ce n'est pas une première au Sénégal. Si je me rappelle très bien, si j'ai une bonne mémoire, alors la première fois c'était avec Mamadou Dia en 1962. Il a subi la même chose. Ensuite avec Abdoulaye Wade, avec Idrissa Seck, au temps de Wade. Lui aussi c'était la même chose. Et donc la Haute Cour de justice, c'est quoi? C'est une juridiction qui est une juridiction exceptionnelle. Mais là, c'était c'était une seule personnalité. Et là, on a convoqué à la fois 5 personnalités. Oui, c'est parce que tout ça, c'est dans le cadre de la reddition des comptes. Okay. Alors donc, si toutefois que, par exemple, la Cour des comptes fait quand même un rapport, et ce rapport-là, quelque part, il cite ces personnalités spéciales, donc on est obligé quand même de les convoquer au niveau quand même de la Haute Cour de justice, qui d'abord, dans un premier temps, il faut que ça passe par l'Assemblée nationale, parce que c'est l'Assemblée nationale qui doit voter la mise en accusation. C'est ce qui est normal, c'est ça la loi. Et pour pouvoir quand même, dans un premier temps, pour pouvoir installer la Haute Cour de justice, il faut quand même une majorité qualifiée à l'Assemblée nationale pour pouvoir l'installer. Hier, dans les débats, j'ai entendu des députés interpeller
comment dirais-je, le président ou le ministre pour dire que, ou bien interpeller l'opposition pour dire pourquoi on n'a pas installé la Haute Cour de justice avec la 14e législature. Ce n'était pas possible. Avec la 14e législature, ils ne pouvaient pas installer la Haute Cour de justice parce qu'ils n'avaient pas une majorité qualifiée. Mais avec la 13e, c'était possible. Avec la 13e, c'était possible. Avec la 12e aussi, c'était possible. Parce qu'il faut nécessairement les 3/5e, comment dirais-je, de l'Assemblée nationale pour pouvoir installer, comment dirais-je, une haute cour de justice. Okay. Alors, ces ministres qu'on a interpellés, ces ministres qu'on a mis en accusation, mais, comment dirais-je, c'est une juridiction spéciale. On l'appelle, on dit, comment dirais-je, privilège de juridiction. Parce que ces ministres-là, on ne peut pas les juger dans des tribunaux ordinaires. Justement, c'est ça. Donc c'est pour cela qu'on a créé cette haute cour de justice qui est chargée quand même de juger le président de la République et les anciens ministres ou les ministres. Donc c'est pour cela que voilà le rôle de la haute cour de justice. Okay. Voilà. Donc, il n'y a rien de spécial. Hein, spécial. Parce que c'est des questions qu'on pose. On vous a cité sur un rapport d'audit. Alors donc, il n'y a rien de grave. Vous allez répondre. On vous pose des questions. Est-ce que réellement, là où on vous a cité, c'est vrai ou faux, ou bien c'est vous qui avez fait ou c'est vous qui n'avez pas fait? Où est le problème? Il n'y a aucun problème. C'est la justice. Okay. Donc moi, je ne trouve pas d'inconvénient. Il n'y a rien de grave. Okay. Alors, la procédure encadrée par la loi organique numéro 2002-10 prévoit une transmission au procureur général dans les 24 heures. Puis la saisine de la haute cour de justice par la commission d'instruction. Peut-on parler de fast track sur cette mise en accusation adoptée hier à l'Assemblée nationale? Mais non, pratiquement il y a aucun fast track. Okay. Le dossier a suivi quand même le circuit normal, quoi qu'on puisse dire. Il y a un circuit normal. Le circuit normal, c'est quoi? Dans un premier temps, après que, comment dirais-je, que le procureur ait reçu le rapport d'audit, il interpelle le ministre de la Justice, c'est-à-dire l'exécutif. Et l'exécutif pour demander à ce que, par exemple, à ce que le ministre de la Justice saisisse l'Assemblée nationale pour la mise en accusation. Ça a été fait. Le ministre de la Justice en question, avec le dossier, il a saisi l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale s'est réunie, comment dirais-je, au niveau de son bureau, le bureau, comment dirais-je, le bureau de l'Assemblée nationale. Donc, à la commission technique, commission des lois. Tout à fait. Alors, donc, ça a été, comment dirais-je, étudié à la commission des lois, et ensuite c'est venu, comment dirais-je, à la séance plénière. Et il fallait voter maintenant, si toutefois qu'on a la majorité, et il faut nécessairement aussi, pour pouvoir quand même exécuter cette mise en accusation, il faut nécessairement les 3/5 de l'Assemblée nationale, sans les députés qui font partie de la Haute Cour de Justice. De la Haute Cour de Justice. Ils ne participent pas au débat. Au débat. Ils ne votent pas. Okay. Donc, en dehors de tout cela, il faut nécessairement les 3/5 de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire les 99 députés. Alors, c'est à cause de leur neutralité ou bien non, c'est parce que des fois, il faut qu'ils soient neutres parce qu'ils sont déjà membres de la Haute Cour de Justice. Okay. Donc, ils ne peuvent pas être partis, comment dirais-je, et juges. Tout à Donc, fait. là, ils deviennent neutres. En attendant que le dossier aille maintenant au niveau de la Haute Cour de Justice pour qu'ils puissent quand même intervenir. Okay. Alors, certains disaient que la justice était au ralenti, donc cette procédure-là montre que nous avons une justice alors qui prend son temps pour bien faire, n'est-ce pas? C'est les Sénégalais qui sont comme ça, ils sont tout le temps pressés parce que ils mettent toujours en avant leur envie. Quand ils ont envie de quelque chose, ils ne réfléchissent pas, ils ne cherchent pas à comprendre. Or, la justice ne doit pas faire d'erreur. La justice, c'est comme la médecine. Tout à fait. Quand il y a erreur, il y a dégâts. Donc, il ne doit pas marcher de la manière où, comment dirais-je, le veut, par exemple, la population. Tout à fait. C'est pas comme ça. Elle marche à son rythme
parce que tout doit être clair. Et puis il y a des enquêtes qu'il faut mener. Mais justement. Des remontées d'informations. C'est une chaîne. C'est une chaîne. C'est une chaîne. Alors donc il faut respecter tout cela. Et il y a déjà, il faut respecter, comment dirais-je, la présomption d'innocence. La présomption d'innocence. Il faut respecter tout cela. Tout à fait. Donc il faut faire très attention pour ne pas faire d'erreur. Parce que quand la justice fait une erreur, c'est très grave, c'est des dégâts. C'est comme je te l'ai dit, c'est comme la médecine. Il faut faire très attention. Donc on ne peut pas prendre quelqu'un comme ça, le mettre en prison sur une erreur, c'est pas bon. Donc il faut beaucoup étudier le dossier. Alors le ficeler, il passe là où il doit passer. Donc je ne suis pas très juridique dans ce sens, mais je suis persuadé que c'est comme ça que la justice doit fonctionner. Tout à fait, oui. Tout à fait. Et c'est tout à fait normal également que ça fonctionne comme ça. Oui. Alors, parce que nous sommes dans un état de droit et oui. Comme vous venez de le dire, il faut respecter la présomption d'innocence, effectivement. Alors, la gestion des fonds de riposte contre la Covid-19, le rapport de la Cour des comptes, appuyé par les investigations de la division des criminels, dit, alors, a mis en évidence de graves irrégularités, notamment une surfacturation de riz pour un montant estimé à 2,7 milliards de francs CFA. Plusieurs fournisseurs auraient été irrégulièrement attributaires de marchés, parfois en doublon, via différentes sociétés. Alors, peut-on parler de combines politiques ou même planifiées par un groupe sur le dos des Sénégalais? Bon, vous pouvez me laisser un peu de temps quand même de remonter un peu avant d'arriver à votre question. Allez-y. Parce que moi je suis persuadé, comme j'ai l'habitude de le dire tout le temps, le seul et l'unique responsable de tout ce qui s'est passé dans ce pays-là, c'est Macky Sall. En tant que président de la République, ayant tous les moyens nécessaires pour que cela n'arrive pas. Tu sais, le pays, ils ont commencé à le piller depuis 2019. C'est là où les plans ont commencé à fonctionner. Vous me permettrez au moins 5 à 10 minutes sur ça. Allez-y. En 2019, après l'élection présidentielle, vous vous souvenez de tout cela? Tout à fait. C'est-à-dire 7 ans après son élection de 2012. Il a été réélu en 2019, Macky Sall. Donc, et tout le monde sait comment il a été réélu, parce qu'il a éliminé pas mal de candidatures. Avec le parrainage, il a choisi 5 candidats. Certains ont été mis en prison. Mais bien sûr. Voilà, il en a écarté et ils étaient 5. Donc, après l'élection présidentielle, qu'est-ce que Macky Sall a fait? Parce qu'il a compris que pendant ces 7 ans, il n'avait rien pratiquement de palpable à dire, à montrer aux Sénégalais. Pratiquement, il n'avait rien réalisé pendant ces 7 ans. Il n'avait rien réalisé, à part changer la constitution, modifier le code électoral, on va prendre des mesures, etc. En 2019, il s'est rendu compte que vraiment, il n'a pas beaucoup réalisé. Et il lui reste tout juste 5 ans. Et en 5 ans, il lui serait très difficile de faire de très grandes réalisations, de très grands projets sur lesquels quand même, il peut se baser quand même pour dire que voilà, j'ai travaillé le pays. C'est à partir de ce moment d'ailleurs qu'il a pensé les terres, les BRT, les stades, etc. Et tout cela. Et tout ça, c'est de l'argent. Et le budget n'avait pas cette possibilité. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé, il a remanié le gouvernement. Il a écarté beaucoup de gens. Je te démontrerai comment il a fait. Comment il a fait pour réussir tous ses coups. Pour pouvoir quand même avoir des apôtres qui peuvent lui permettre de piller les biens de ce pays. Alors, il a fait un remaniement. Dans un premier temps, le ministre de l'Intérieur qui avait organisé les élections, c'était Aly Ngouille Ndiaye. Vous me suivez? Alors, il a sorti Amadou Ba, qui était dans le gouvernement. Il a sorti, comment dirais-je, Mimi Touré, qui était au Conseil économique et social, je crois, environnemental. Tout à fait. Il a sorti, comment dire, Youm. Il a sorti les fortes têtes qui pouvaient, par exemple,
qui avait des ambitions présidentielles. Tout à fait. Il les a écartés. Donc, qu'est-ce qu'il a fait encore? Il a supprimé le poste de Premier ministre en disant que je veux le fast track. En supprimant le poste de Premier ministre, c'est-à-dire il voulait être en direct avec le ministre des Finances. Lorsqu'il a enlevé le ministre des Finances, je crois que c'était Amadou Ba, il a mis Abdoulaye Daouda Diallo qui est son ami intime. Donc il n'y avait aucun trait d'union entre lui, le président de la République, et le ministre des Finances. Parce qu'il a enlevé le poste de Premier ministre, qui devait être le trait d'union. Il a amené quelqu'un au ministère de la Justice, un Benoui, qui c'est ce phare-là aujourd'hui. Ismaïla Madior Fall. Ismaïla Madior Fall. Il l'a amené à la justice. Au ministère de l'Intérieur, il a mis un Benoui. Aïssata Tall a fait son entrée dans le gouvernement pour le ministère des Affaires étrangères. C'est pour pouvoir vendre le Sénégal à l'extérieur. Parce que tu sais, elle est éloquente, elle parle bien. Bon, il l'avait utilisé pour qu'elle vende le Sénégal à l'extérieur, pour qu'elle défende le Sénégal à l'extérieur. Vu ce qui va arriver. Il a pris le ministère des Forces armées. Alors donc, il a mis le gars de Tambacounda. Donc, il a verrouillé le gouvernement. Tous les postes clés du gouvernement, il les a verrouillés. Il a mis ses éléments. Donc, c'est pour ne pas dire ses apôtres. Donc, là, de ce fait, il agit comme il veut. Il n'a pas de Premier ministre. Il est en direct avec les ministres. Le ministre des Finances en direct, le ministre de l'Intérieur en direct, le ministre de la Justice en direct, le ministre des Affaires étrangères en direct, le ministre des Forces armées en direct. Donc, qui bouge, tu es en prison, qui fait tout ce qu'il veut faire avec le budget, il le fait. Il n'y a aucun contrôle. Ça passe comme lettre à la poste. Donc peut-être il avait d'autres ambitions politiques. Mais ces ambitions politiques, dans un premier temps, c'était tout juste pour pouvoir faire de grandes réalisations. Mais ils n'avaient pas de moyens. C'est comme ça qu'ils ont, comment dirais-je, falsifié les chiffres. C'est comme ça qu'ils ont fait pour pouvoir quand même emprunter au-delà de nos moyens. Pour pouvoir emprunter de l'argent au-delà de nos moyens. Tu as vu? Arrive maintenant la Covid. Lorsque la Covid est arrivée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à ce qu'on vote pour lui la loi d'habilitation. Il a demandé cette loi pour qu'il puisse quand même gouverner par ordonnance. Toutes les finances passaient par lui. Il n'y avait pas d'Assemblée nationale. Il n'y avait que l'exécutif. Et l'exécutif, c'était lui. Il n'y avait que le président de la République. Et la justice également était... Mais dis donc, il avait ses apôtres. Ses apôtres, tout à fait. Au niveau du gouvernement. Même si c'est la justice, lui, il avait une loi qui lui permettait quand même de faire des finances ce qu'il veut. Donc il avait tout à sa possession. Il avait tout à sa possession. Non seulement le législatif, le judiciaire et l'exécutif. Exactement. Tout à fait. Il n'y a qu'une seule personne qui avait vu venir, c'est Ousmane Sonko. Parce que lorsqu'il a demandé cette loi d'habilitation pour pouvoir quand même gouverner par ordonnance, Ousmane Sonko a refusé de voter la loi à l'Assemblée nationale. Il a dit qu'il ne la votera pas. Et effectivement, il avait raison. Il a raison aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés quand même à pouvoir prendre l'argent, distribuer, dilapider, donner à n'importe qui. Mais malheureusement, aujourd'hui, ça se reflète. C'est pour ça qu'au finish maintenant, au finish, il a compris qu'il y a eu beaucoup de dégâts. Il y a eu beaucoup de dégâts financiers. Il ne pouvait pas partir comme ça et laisser les dégâts financiers. Comme ça s'est passé présentement. C'est pour cela que quand les gens parlent de loi d'amnistie, permettez-moi un peu, Abdou. Quand les gens parlent de loi d'amnistie, mais je lui dis que cette loi d'amnistie de Macky Sall, qu'il a fait voter, je crois que c'est au mois de mars, c'est sa 4e option. Vous savez, la loi d'amnistie là, c'est sa 4e option. La première option de Macky Sall, c'était sa 3e candidature, le 3e mandat. Lorsqu'il a soulevé ce 3e mandat-là, avec Aïssata Tall Sall, qui est parti au niveau de l'Union européenne, à l'Assemblée Union européenne,
on lui a dit que faites attention, on est en train de vous suivre. Macky Sall a compris que l'Union européenne n'est pas en phase avec lui sur ce troisième mandat. Tout à fait. Il a reculé. Parce qu'il n'avait plus de soutien. Les gens parlaient de marabout, de Nangaman. Non, c'est l'Union européenne en question qui s'est démarquée de cette candidature. Lorsqu'il a envoyé Aïssata Tall Sall au niveau de cette assemblée. Donc il a compris que ça ne peut pas passer. Donc qu'est-ce qu'il lui fallait maintenant? Il fallait qu'il choisisse un candidat qui pouvait lui faire ce travail. C'est-à-dire enterrer tous les dégâts commis et ensuite pour pouvoir régler ça. Il a choisi Amadou Ba. Amadou Ba, il l'a choisi malgré lui parce que c'est la France qui a imposé ça, voilà, sa candidature. Donc, ce n'était pas son choix personnel. Okay. C'est la France qui lui a demandé de choisir Amadou Ba. Okay. Mais lorsqu'il a choisi Amadou Ba, moi j'étais dans une émission, j'ai dit que ce n'est pas son candidat. Oui, parce que d'ailleurs, ils ne s'entendaient pas. Justement. Les deux ne s'entendaient pas. Il a compris que Amadou Ba n'allait pas jouer le jeu. Amadou Ba n'allait pas accepter quand même d'effacer tous ces dégâts qu'il a commis. Il semblerait même qu'il n'a jamais eu confiance à Amadou Ba. Mais il n'était jamais d'accord. Ouais. Tu vois ce que ça fait? Lorsqu'il a compris qu'Amadou Ba n'allait pas jouer le jeu, il a voulu le songer. Amadou a dit, il faut qu'on aille aux élections. Et c'était trop tard. C'était trop tard, il avait déjà choisi. Bon, lorsqu'il a voulu échanger Amadou par un autre candidat, Amadou a refusé. C'est lors du dialogue, dialogue qui s'est passé là-bas. Ouais, alors donc, il a voulu reporter les élections. Il a voulu reporter maintenant les élections. Avec le troisième mandat, c'est pas possible. Avec Amadou Ba, c'était impossible. Avec, comment dirais-je, il a dit que maintenant, on reporte les élections. Pourquoi? Parce que au niveau du Conseil constitutionnel, il y a eu des problèmes avec il y a eu deux institutions qui ne sont pas d'accord, etc. Il faut reporter les élections. Le peuple a dit niet et le Conseil constitutionnel. Tout ça, nous l'avions vécu. Justement, il faut que les gens se rappellent d'où viennent les problèmes que nous sommes en train de vivre. Le Conseil constitutionnel et le peuple sénégalais ont dit niet. Il faut qu'on aille aux élections. Lorsqu'il a compris que maintenant il faut aller aux élections, il a demandé à ce qu'il y ait une loi d'amnistie, disant que cette loi d'amnistie, c'est pour sortir les prisonniers des geôles. Et ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. Parce que dans la loi d'amnistie, il y a des choses que les gens n'ont pas compris. C'était quoi? Ah voilà. Dans la loi d'amnistie, il a pour couvrir les criminels, il les a amenés à l'Assemblée nationale. Pour couvrir les voleurs, lorsqu'il a dissous la CREI, il a pris l'enrichissement illicite, il l'a amené à l'OFNAC qui avait un mandat de 6 ans. Il a pris l'enrichissement illicite qu'il a logé à l'OFNAC. Okay. Et ces gens, tu ne peux pas les prendre tant que tu n'as pas utilisé l'enrichissement illicite. Et en ce moment, c'est son élément qui est à l'OFNAC. C'est pour cela qu'il y aura une deuxième vague. Ces 5 ministres-là, c'est une première vague. Il y aura une deuxième vague. Quand ils auront fini de modifier la loi sur l'OFNAC, ils vont sortir de l'enrichissement illicite. C'est comme ça qu'ils vont prendre tout le monde. Quand ils prendront l'enrichissement illicite, c'est comme ça qu'ils vont prendre tous ces voleurs, tous ces gens qui ont pillé l'argent de ce pays-là. C'est avec l'enrichissement illicite qu'il faut qu'on peut les prendre. C'est comme ça qu'il a joué avec l'amnistie. C'est comme ça qu'il a joué avec, comment dirais-je, les fonds de la Covid. C'est comme ça qu'il a joué avec les institutions. Et au dernier moment, il y avait plus de... C'était pas possible. Les gens disent que la loi que Amadou Ba a déposée, comment dirais-je... La loi interprétative. Cette loi interprétative, ils disent qu'elle a été rejetée. Mais non! Il a eu même la chance d'avoir... C'est-à-dire, voilà quelqu'un qui demandait une fenêtre, on lui a donné une porte. Okay. Donc, maintenant, il y a la garantie avec le Conseil constitutionnel que, parce qu'on lui a dit carrément que c'est assez inutile. Et cette loi va ratisser largement. Mais justement, tout à fait. Parce que maintenant, il a une garantie. Pourtant, tout le monde savait que, compte tenu des conventions que le Sénégal a signées avec l'extérieur, que, comment dirais-je, la loi d'amnistie ne pouvait pas couvrir les crimes. On le savait. Mais présentement, avec le rejet, comment dirais-je, de soi-disant rejet de la loi d'Amadou Ba, mais le Conseil constitutionnel a garanti
maintenant, comment dirais-je, à ce régime-là, pour pouvoir quand même prendre tous les criminels et tous les voleurs. Donc, c'est Macky Sall qui a réglé tous ces problèmes. C'est Macky Sall qui est à l'origine de tous ces problèmes. C'est lui qui a laissé faire, croyant que, par exemple, il pouvait avoir une troisième candidature, un troisième mandat pour pouvoir enterrer tout cela en 5 ans. Dieu a dit non, les Sénégalais ont dit non, le Conseil constitutionnel a dit non, l'Union européenne a dit non, donc il est parti pour ne plus revenir dans ce pays-là. Alors, la liste est longue. Oui. Même des achats de biens immobiliers suspects ont également été relevés. Alors, si la justice confirme ces résultats de ce rapport, peut-on parler de crimes ou délits graves, détournement de deniers publics, corruption, association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, entre autres? Mais bien sûr, parce que maintenant, c'est... Après que l'Assemblée nationale ait voté cette mise en accusation, bon, il retourne le dossier au niveau du ministère de la Justice. Il remet le dossier au procureur. Le procureur a lui maintenant comment dirais-je, je ne connais pas très bien les termes juridiques, mais soit il demande à ce qu'il soit, comment dire, retenu comme un mandat de dépôt, ou etc., je ne sais pas, mais il remet le dossier au juge. Maintenant, au juge quand même, de voir réellement est-ce que ces gens-là mériteraient d'être mis en accusation, c'est-à-dire un mandat de dépôt ou bracelet électronique, etc. En tout cas, c'est la justice qui doit trancher sur tout cela. Parce que nous, on n'a pas le fond du dossier. Tout à fait. On a tout juste des citations. Alors donc, mais le vrai fond du dossier, on ne l'a pas. C'est pour cela que des fois, il y a des gens qui sont sortis, il y a des ministres qui sont sortis. Et dans leur sortie, ils ont fait beaucoup d'erreurs, en commençant par Ismaïla Madior Fall. Il a fait une erreur grave dans sa sortie. Alors donc, sur cette sortie, vraiment, il s'est incriminé sans s'en rendre compte. Qu'est-ce qu'il a dit réellement? Il a dit, alors donc, on m'a donné 50 millions. En 60 quoi. On m'a donné 50 millions pour que je puisse quand même l'aider à obtenir, comment dirais-je, ce projet. Ce projet-là. J'ai gardé l'argent, mais comme ce n'est pas sûr de garder l'argent, je lui ai remis, je lui ai retourné les 50 millions. Ça, c'est un aveu de taille. Tout à fait. Un ministre de la Justice, de surcroît, technicien du droit, si tu acceptes, si quelqu'un puisse accéder à ton bureau jusqu'à te donner 50 millions, ça, c'est une corruption passive. C'est même une corruption. Ce n'est même pas une velléité de corruption, mais c'est une corruption. Parce que tu l'as déjà accepté. Pourquoi? Sur quoi? Sur quelle base? Et il l'a bien dit, ça. Tout à fait. Il l'a bien dit. Mais pourquoi un ministre accepte de l'argent liquide comme ça? Ça, c'est très grave. C'est un aveu de taille. C'est un aveu de taille. C'est un aveu de taille. Tout à fait. Tu écoutes par exemple quelqu'un comme Moustapha Diop. Qu'est-ce qu'il dit? 2 milliards seulement, avec 2 milliards seulement, hein, vous voulez faire quoi que ce soit. Regardez-moi ça. Comment peut-on minimiser 2 milliards dans un pays aussi pauvre que le Sénégal? Tout à fait. Avec 2 milliards, il y a combien d'universités, il y a combien d'hôpitaux, il y a combien de centres de santé, il y a combien de forages qu'on peut faire avec? Tout à fait. L'autre, la dame, là, comment elle s'appelle, qui se dit que Yahbouré là nangam Yahbouré moom kenn du ko jiñ sàcc. Ndeye Seynabou. waaw quand elle dit que c'est pas 50 et quelques millions mais c'est 40 et quelques millions, mais c'est quoi ça? Quelle est cette façon quand même Ndeye Saly Diop, vous voulez dire? Ndeye Saly Diop, voilà. C'est pas 50 et quelques millions, c'est 40 et quelques millions. Mais tu te rends compte? 57 millions d'ailleurs. Mais elle dit que c'est 40 et quelques millions. Détournement présumé de 57 millions. Tu dégages les 57 millions, tu dis que non, ça ne fait pas 57 millions, c'est 40 et quelques millions. Mais ça, c'est très grave, c'est des aveux de taille. C'est des aveux de taille. C'est des aveux de taille. Un ministre, pour nous qui avons vécu le temps de Senghor, mais guillotine nga jëm. Pour nous qui avons vécu le régime de Senghor. De Senghor, tout à fait. Tu oses quand même en tant que ministre. Non, mais ça, c'est inadmissible. Tout à fait. De se justifier comme ça. Alors, donc, la liste est loin d'être terminée, Moucheba. Alors, 63 comptes opaques pistés par la DIC,
plusieurs directeurs de banque d'ailleurs convoqués. Alors, est-ce que l'histoire n'a pas donné raison au Premier ministre Ousmane Sonko lorsqu'il disait, je cite, on a trouvé plus de 1000 milliards sur un compte. Mais Ousmane a toujours raison. Tu sais pourquoi? Moi, j'ai suivi Ousmane de très près. Je sais que sans lui, ce pays allait sombrer. Parce que il faut, pour pouvoir oser faire ce qu'on est en train de faire présentement, il faut être d'abord clean. Mais même avant de venir au pouvoir, c'est ce que j'ai dit. Oui, tout à fait. C'est ce courage qui l'a amené au pouvoir. C'est le fait d'être clean qui l'a amené au pouvoir. C'est le fait d'avoir une certaine détermination qui l'a amené au pouvoir. Et ces jeunes que vous voyez là, des jeunes cadres intellectuels, très qualifiés, engagés, qui connaissent très bien les finances publiques. Les gens n'avaient jamais compris que s'ils arrivent, ils pourront détecter la façon dont ils ont utilisé et dont ils ont caché, la façon dont ils ont caché l'argent. Il faut être vraiment des experts en la matière pour pouvoir quand même dénicher cet argent qui a été volé, cet argent qui a été caché un peu partout. Ces jeunes ont sauvé le Sénégal. Ces jeunes ont sauvé le Sénégal. Mais ce n'est pas encore fini, hein? Parce que ce qu'ils disent là, je suis parfaitement d'accord avec eux. D'ailleurs, si la justice fait son travail jusqu'à terme, alors des enquêteurs sur tous les dossiers de détournement, alors là, on peut avoir beaucoup de mauvaises surprises sur les chiffres. Mais Abdou, ce pays-là, non, vraiment, c'est ça qui le retarde. Parce que depuis plus de 60 ans, on n'a vécu que sur du faux. On n'a marché que sur du faux. C'est pour cela qu'aujourd'hui, c'est très difficile. Parce que... Mais la situation s'est empirée avec le régime de Macky Sall. Ce qu'on a pu détecter ou bien ce qu'on a pu voir, ça n'a jamais existé dans l'histoire politique du Sénégal. Avec tous les 4 présidents ou bien les 5 présidents qui sont là depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Cette façon de piller les biens de l'État, ça a démarré avec l'arrivée de Ousmane Tanor Dieng en 1996. C'est en 1996 qu'ils ont commencé à sortir l'argent pour des questions politiques. Ousmane Tanor Dieng, qui n'avait pas une notoriété politique et qu'on voulait imposer à la tête du Parti socialiste, Abdou Diouf lui a donné beaucoup de moyens pour qu'il puisse corrompre et convaincre. C'est à partir de 96-97 que les choses ont commencé, mais timidement. Abdoulaye Wade, qui avait compris que avec le seul discours politique, il aurait du mal quand même à convaincre les Sénégalais, il a utilisé l'argent. Même étant dans l'opposition, il utilisait l'argent. Arrivé au pouvoir maintenant, il a eu la chance quand même de trouver des caisses pleines. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, les caisses étaient pleines d'argent. Abdou Diouf avait déjà, avec son système d'ajustement structurel, Abdoulaye Wade est tombé là-dessus. Okay. Au moment où les caisses étaient pleines, il est arrivé. D'ailleurs, quelqu'un me disait que lors de leur passation de service au niveau de la présidence, il a dit à Idrissa Seck, nos soucis d'argent sont terminés. Ouais, cette fameuse phrase. Là, tout le monde l'avait entendu. Hein. Alors donc, avec Wade, c'était ça. Wade n'était pas un fonctionnaire. Wade était un privé. Il a marché, il a travaillé dans le secteur privé. Il n'avait pas l'attitude d'un fonctionnaire, okay, d'un administratif. Okay. D'ailleurs, Abdoulaye, tu vois, il sautait son ministre pour appeler son directeur de cabinet ou bien son comment dirais-je, son secrétaire général. Est-ce que ce n'était pas de l'autoritarisme? Non, c'est qu'il n'a pas connu l'administration. C'est un libéral, ouais,
Alors, il travaillait sur une certaine rapidité. D'ailleurs, il disait même, exécuter après, bon, vous faites suivre par le circuit administratif, par le circuit normal. Donc, c'est comme ça qu'il fonctionnait. Donc, il disait que l'administration est trop lente. On ne peut pas marcher comme ça. Les procédures et autres. Et lui, il voulait coûte que coûte un changement. Ou bien mettre le pays en chantier. C'est vrai. Il est très courageux dans ce sens. Sur le plan économique, vraiment, il est formidable. Sur le plan économique, il est formidable. Il est très courageux. D'ailleurs, si on arrive aujourd'hui à réaliser tout cela, c'est parce qu'on a beaucoup copié sur Wade. Ouais. Il avait un courage exceptionnel. Ouais, il a mis le pays en chantier. Oui. C'est vrai, il a montré la voie. Les gros chantiers. Il a montré la voie. Son seul problème, c'est qu'il faisait trop de politique. Alors, il avait beaucoup plus de respect à un militant qu'un ministre. Oui, 26 ans d'opposition. Voilà, c'est ça. Donc, il avait une certaine familiarité avec les militants. Donc, il ne pouvait pas voir un militant souffrir, un militant emmerder, etc. Donc, il avait beaucoup plus de considération à un militant qu'à un ministre. Mais c'est parce que aussi il a enduré dans l'opposition. Donc tout ce qu'il a pu obtenir, c'est grâce aux militants. C'est pour cela quand même, pour rendre la monnaie, donc il a pratiquement, il distribuait de l'argent comme ça, parce que pratiquement ceux qui le suivaient, c'est des gens qui n'étaient pas trop diplômés. Ils ne pouvaient pas quand même prendre les postes de responsabilité. Tout à fait. Alors donc il fallait trouver le moyen quand même de payer cette dette. Ce sacrifice qu'ils ont fait pour l'amener au pouvoir. Et ça a eu des conséquences désastreuses parce que c'est à partir de Wade qu'on a vu maintenant que des gens non diplômés qui occupaient des postes comme ça, il y avait de l'argent par-ci par-là. Donc voilà, c'est comme ça, c'était pour quand même récompenser ces militants qui l'ont suivi pendant 26 ans, qui se sont sacrifiés pendant 26 ans, mais ils n'avaient pas quand même les diplômes qui pouvaient leur permettre comment dirais-je, d'avoir des postes de responsabilité. Ils ne pouvaient être que des députés, comment dirais-je, Conseil économique et social, Sénat, etc. Alors donc, c'est comme ça qu'il a fonctionné. D'ailleurs, je me souviens un jour, il a nommé ce Babacar Gaye que j'entends sur les réseaux sociaux en train de critiquer de gauche à droite, comme directeur de cabinet du président de la République. On lui a dit que non, il n'a pas ce grade. Il l'a enlevé pour faire de lui le directeur de cabinet politique. C'est en ce moment-là qu'on a créé le directeur de cabinet politique. Voilà, donc il a voulu le récompenser, il a voulu faire de lui un directeur de cabinet. On lui a dit que Monsieur le Président, arrêtez. Lui, il n'a pas le diplôme requis pour être directeur de cabinet du président. Donc, pour ne pas le décevoir, il a fait de lui le directeur de cabinet politique. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Tout à fait. Donc, c'est des gens qui ont beaucoup utilisé l'argent pour rester au pouvoir, pour arriver d'abord au pouvoir et pour rester au pouvoir. Macky Sall qui était là-dedans, il était dans le même système. Il était dans le même système. Macky Sall, tu sais pourquoi moi je suis très fâché contre Macky Sall? Pourquoi? Parce que Macky Sall, le Sénégal avait beaucoup plus de chance. D'espoir même. Mais dis donc, beaucoup d'espoir sur lui pour qu'il développe ce pays-là. Tu sais pourquoi? Et les gens se sont battus pour le propulser au pouvoir. Tu sais pourquoi? Tout à fait. Tu sais pourquoi, Abdou? Mais Macky Sall, tous les postes qu'il a eu à occuper, vraiment, il n'avait pas besoin de rester là en train de chercher par-ci, par-là. De son bureau, il devrait savoir tout ce qui se passe dans ce pays. Il a eu de l'expérience. Mais il a eu de l'expérience. Tout à fait. Regarde là où il est passé. Aucun président de la République, aucune personnalité politique dans ce pays n'est passé par où il est passé. Il a rampé. Il est passé partout. Il a occupé tous les postes de responsabilité qui pouvaient lui permettre quand même comment dirais-je, de développer ce pays-là. Mais malheureusement, c'est pour cela que moi je suis très fâché contre Macky Sall. J'étais déçu, j'étais très déçu. Parce que quand même, il ne devrait pas quand même faire ça. Et surtout le profil jeune qu'il incarnait à l'époque. Non, mais les gens avaient tellement d'espoir parce qu'ils disaient que voilà on l'a vanté un président partout. Après un jeune président qui est né sans après, problème. Qui est né après les indépendances. L'indépendance. Donc après avoir occupé tout, je peux citer les postes qu'elle a occupés. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Donc vraiment, c'est-à-dire, il a déçu. Macky Sall a déçu. Il est venu, au lieu de s'occuper de son travail pour ne pas penser au prochain mandat, il était là en train de faire de la politique pour le prochain mandat.
il avait honte de ne pas être réélu. Malheureusement, il n'a pas compris que c'est en travaillant dans la logique, dans la légalité, qu'il pouvait être renouvelé. Tout à fait. Il était là, en train de regarder la Constitution, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir être là, le code électoral, la même chose, les règlements extérieurs. Il amène des gens, un gars comme le phare là, hein, comment il s'appelle, l'ancien ministre de la Justice, hein, Ismaïla Madior Fall, qu'on appelle le tailleur du ministère de la Justice. Alors c'est lui qui étudiait comment dirais-je, tout ce qu'il voulait. Le tailleur de la Constitution. Le tailleur de la Constitution. Tout à fait. Alors, oui? Je rappelle à nos chers auditeurs que nous recevons M. Ibrahim Ndiadje Ba, alors, qui est analyste politique, mais qui est également le consultant de cette émission, le consultant principal de cette émission. Oui. Alors, M. Ba, oui? Des comptes hors du radar étatique. On nous dit que la DIC, la division des investigations criminelles, alors soupçonne une dissimulation volontaire de fonds publics à travers des comptes bancaires occultes ouverts dans les principales banques du pays. Si c'est avéré, alors on peut parler de quoi ça? Mais c'est du vol. Cette dissimulation dont vous parlez, mais c'est du vol, c'est tout. Ils ont découvert les comptes. Ils vont convoquer les directeurs généraux des banques. Ils vont expliquer. Okay. Et puis ces comptes auraient été alimentés en dehors de toute traçabilité institutionnelle, sans validation du ministère des Finances, ni enregistrement au budget national. Mais ces gens-là, ils avaient un gouvernement à part. Ils avaient un gouvernement à part, un ministère du budget à part, qui n'avait rien à voir avec l'institution gouvernementale dans son ensemble. C'est comme ça que ça s'est passé. Mais Macky Sall est arrivé à le faire avec l'aide de beaucoup de gens, avec l'aide de beaucoup de techniciens financiers. À lui seul, il ne pouvait pas le faire. Et ils étaient à l'aise pour le faire. Pourquoi? Parce que c'est avec la complicité du président de la République. Macky Sall, avec tout ce qu'il a comme des moyens de renseignement. Mais ça ne peut pas l'échapper. S'il le font, c'est parce qu'il est complice. Tout à fait, tout à fait. Avec tout ce qu'il a comme moyens de renseignement. Et personne n'en parlait à l'époque. Personne. Qui Je vous ai dit qu'il a enlevé le poste de Premier ministre, qui pouvait être un peu gênant. Parce que lui, c'est un technicien, c'est quelqu'un qui il ne va pas accepter certaines choses. Donc il fallait l'effacer. Comme le terme aujourd'hui, il est d'actualité. Il fallait effacer ce Abdoulaye Boun Dionne pour faire face maintenant, être en direct avec ces ministères concernés. Être en direct avec ces ministères concernés. Alors, pour nos auditeurs, je vais même énumérer les banques concernées. Alors, 8 comptes ont été ouverts à BGFI, 7 à la NCA, 7 comptes à Ecobank, 6 à la BASN, 4 à la BIS, 6 à la SGS, 5 à la BOA, 4 comptes à la CDS, 3 à la CBAO, 3 à la Bridge, 1 compte à UBA, 1 à LBO, 1 à Coris Bank, 1 à la FBN Bank, 1 à la BDK, 1 à la BNDE, 1 à la BRM, 1 à la BICIC. Alors, ils ont éparpillé ces comptes-là, éparpillé l'argent dans ces banques. Alors, tous les directeurs de ces institutions bancaires sont appelés à comparaître devant les enquêteurs de la DIC. L'affaire n'est pas mince, hein, M. Ba. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi on doit les appeler? Parce que ça, c'est pas normal. Vous savez, la CENTIF, cette cellule nationale là qui traite les informations financières, tout à fait. Mais pratiquement c'est une cellule internationale qui a été créée, je crois, au temps de Wade entre 2003 ou 2004, quelque chose comme ça.
elle est là pour traiter, comment dirais-je, les informations financières. Et qui dit information financière dit banque. Alors, pourquoi? C'était pour, comment dire, contrôler l'argent qui va au terrorisme, le blanchiment et l'argent de la drogue. Et c'est pourquoi les banquiers, quand quelqu'un vient ouvrir un compte, il met autant d'argent. Son premier, comment dire, son premier acte, c'est de signaler cet argent qu'il a déposé au niveau de la CENTIF. C'est ce qu'on appelle une information financière. Il doit remonter cette information au niveau de la CENTIF. Alors, c'est ce que la loi nous dit. C'est ce que la loi dit. Alors maintenant, si la banque ne le fait pas, et que la CENTIF arrive avec ses propres moyens de retrouver ces comptes, ces comptes-là, mais il faut qu'ils rendent compte. Il faut que ces banquiers-là, quand même, justifient cet argent qu'ils ont encaissé sans le signaler à la CENTIF. Okay. C'est pourquoi tous ces directeurs-là de ces institutions bancaires ont été appelés à comparaître, n'est-ce pas? C'est ce qui est normal. Okay. Il faut qu'ils se justifient. Okay. Parce que je suis persuadé que ce n'est pas de petites sommes qu'ils ont versées là-bas. Il faut quand même qu'ils nous disent les propriétaires, d'où vient cet argent. Alors, c'est combien, etc. Les transactions. Donc ça, c'est le rôle des directeurs de banque. Et si on découvre qu'ils ont été complices? Ah, là, vraiment, c'est la justice qui va agir. Parce que la CENTIF, comment dirais-je, elle ne dépend pas à 100% du gouvernement. Hein. C'est pratiquement une institution internationale qui est autonome. Bien sûr, qui est demandée par toutes les nations, par toutes les nations. Okay. C'est pour combattre, comme je l'ai dit, comment dirais-je, l'argent du terrorisme, le blanchiment, la drogue, etc. Et il y a des accords internationaux que le Sénégal a signés avec ces institutions. Justement, c'est ça. Internationales. Donc, les banques n'ont pas le droit de dissimuler, comment dirais-je, ce genre de comptes-là pour soutenir, comment dirais-je, ces dépôts. Ces dépôts-là. Donc, ils doivent les signaler à la CENTIF pour qu'on mène des enquêtes. Par exemple, toi, tu vas à la banque, tu déposes 100 millions. Mais ce qui est normal, c'est que la banque doit signaler ça au niveau de la CENTIF. Comment tu t'appelles? Parce que c'est une grosse somme d'argent. Bien sûr. Mais Abdou, d'où vient cet argent? Mais tu expliques. Si toutefois que, par exemple, tu l'as gagné licitement, mais il n'y a aucun problème. Et si le travail préalable avait été fait, je pense qu'on n'en arriverait pas. Quel genre de travail, par exemple? Par exemple, ça dit que ces déclarations bien sûr, soient effectuées au niveau de la CENTIF. Mais si la banque avait fait son travail, il n'y aurait pas de problème. Tout à fait. Aujourd'hui, les problèmes, parce qu'aujourd'hui, la banque a caché ça. Je crois que c'est comme ça. Elles ont dit quand même, je ne sais pas, peut-être pour question de cupidité, pour ne pas perdre la clientèle. Parce que c'est des hommes d'affaires après tout. Hein. Et puis ça a fait fonctionner les banques. L'institution. Quand même. D'accord. Alors, maintenant, convoqué par le pool judiciaire financier dans le cadre d'une enquête portant sur des transferts d'argent suspects évalués à 125 milliards de francs CFA. Amadou Sall, le fils de l'ancien président Macky Sall, ne s'est pas présenté à l'audition prévue. Alors, une absence peu surprenante. L'intéressé étant actuellement hors du territoire. Alors là, pourrait-on aller vers une extradition? Bon, de toutes les façons, le juge, il a une certaine possibilité. Parce que quand tu es ici au Sénégal, le juge a la possibilité quand même de t'envoyer une convocation pour comparution. Tu viens. Maintenant, si tu ne viens pas et que tu es ici au Sénégal, on envoie, comment dirais-je, les forces de l'ordre pour un mandat d'amener. De cueillir. Un mandat d'amener. Tout à fait. C'est-à-dire de gré ou de force. On t'amène devant le juge. Maintenant, au juge de juger si c'est un mandat de dépôt, etc. Donc, en tout cas, c'est ça un mandat d'amener. Maintenant, pour quelqu'un qui est à l'extérieur, si toutefois que, par exemple, il est situé dans un pays
ou dans un pays avec qui on a une coopération judiciaire, une convention judiciaire, des accords judiciaires. Mais on peut faire, comment dirais-je... une demande d'extradition ou bien? Avant ça, il y a un mandat d'arrêt international. Okay. Il faut lancer un mandat d'arrêt international. Alors, si on lance un mandat d'arrêt international, on le prend dans ce pays-là. Alors, donc, c'est le ministère des Affaires étrangères qui va faire le travail pour qu'il soit extradé. Bon, pour le cas d'Amadou Sall, il peut avoir quelque part peut-être une nationalité américaine. Ouais, il semblerait même qu'il a une nationalité américaine. Alors, et que l'Amérique n'extrade pas son fils. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un cas. Alors, donc, présentement, ça c'est une situation. Mais je ne pense pas quand même, je ne pense pas que les Américains, plus particulièrement le nouveau président Donald Trump, puissent quand même héberger quelqu'un qui est soupçonné de détournement de deniers publics. D'autant plus que lorsqu'il est venu, il est en train de combattre les présidents qui ont fait des détournements de leur pays, de l'argent de leur pays. Surtout au niveau de l'Afrique. Voilà. Tout à fait. Là, donc, il a fait une grosse déclaration sur ça. Donc, laissons le temps au temps avec la justice. Eux, ils sont beaucoup plus placés, beaucoup plus concernés que nous. En tout cas, tout ce que l'on sait, c'est que s'il n'était pas fautif quelque part, ou bien, il n'est pas le seul d'ailleurs. Tous ceux qui sont partis là, parce qu'ils se sentent fautifs. Ouais. Donc aujourd'hui, on n'a même pas besoin de se poser la question. Mais il y a déjà d'autres personnalités qui ont pris la tangente. C'est ce que je t'ai dit. On n'a même pas besoin de douter là-dessus. Ils sont tous partis. Pour ne pas dire partis, ils ont fui. Il y a d'autres qui voulaient fuir. Tout à fait. On les a empêchés de fuir. Empêchés de sortir du Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose. Ils savent nettement qu'ils sont fautifs. Tous ces gens qui les défendent, ce ne sont pas des patriotes, c'est des ennemis de ce pays-là. Tous les gens qui défendent ces gens-là, tous ces politiciens qui défendent ces gens soupçonnés de vol ou de détournement, là, ce ne sont pas des patriotes, ils n'aiment pas ce pays. Ça c'est moi qui vous le dis. D'ailleurs, il y a un cas, le cas Assane Diouf, alors qui a été extradé des États-Unis, et lui, pourtant, il avait une nationalité. Non, c'est-à-dire, le cas Assane Diouf, c'est pas la même chose. C'est pas presque la même chose. Mais tu sais, il y a... D'ailleurs, ça s'est passé récemment, je vais revenir là-dessus. Parce que Assane Diouf, le fait qu'on a pu le ramener, c'est parce qu'il a été considéré comme un terroriste. Okay. On a fait de lui un terroriste. Et les Américains, pas les Américains, l'Occident ne badine pas avec ces genres de trucs. Il a été considéré comme un terroriste. Okay. Donc c'est sur cette base que Macky Sall a demandé son rapatriement. Récemment, il y a un gosse qui est sorti là au niveau en Allemagne, en disant que si le jeune qui est en prison là, ce jeune guerre là, s'il lui arrive quelque chose, je vais faire un attentat. Mais c'est très grave. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de régler son problème? Parce qu'il y a des conventions qui étaient signées, qui sont signées par tous les pays sur le terrorisme, sur les attentats. Alors, ces mots, quand tu les prononces, dis-toi que tu vas avoir des problèmes. Partout en Occident, tu vas avoir des problèmes. Alors donc, Assane Diouf, c'est sur cette base qu'il est rentré. Alors donc, on l'a taxé de terroriste. Les Américains s'en lavent les mains. Comme c'est un terroriste, il n'a qu'à rentrer au Sénégal, terrorisé là-bas. Et depuis lors, il est là, voilà. Est-ce qu'il n'est pas en prison? Il était en prison. Il est en prison? Tout à fait. Oui. Alors, le parquet financier soupçonne un grand chanteur qui s'appelle Wally Seck d'avoir été lié à un réseau tentaculaire impliquant des figures déjà incarcérées comme Farba Ngom et Tahirou Sarr. Ce sont des flux financiers non justifiés. Qu'en dites-vous? Tu sais, ces rapports sont tellement costauds. Les rapports ont touché tellement de personnalités, de personnes dans ce pays que personne ne peut y échapper.
Ce jeune, il avait une, comment dirais-je... Parce qu'on le voyait souvent avoir l'habitude de distribuer des terrains, de l'argent à n'en plus finir. Tu sais, Abdou. Les gens se posaient même des questions. Comment il a pu trouver assez d'argent? Mais il n'est pas le seul. Ouais. Il n'est pas le seul. Parce qu'ils disent que quelque part, bon, il y a une connexion entre lui et Amadou Sall. Tout à fait. Et ça, bon, les gens le disent depuis longtemps. Ils ont tellement besoin de l'argent, ils ont tellement dilapidé l'argent là, que c'est difficile de le comprendre. Maintenant, la justice ne joue pas sur certaines choses. La justice ne marche pas les yeux fermés. Tout à fait. Si elle te convoque, elle a quelque chose de sûr. Surtout cette justice, elle a quelque chose de très sûr. Vous savez, le pôle judiciaire financier, là, ça c'est les institutions financières qui l'ont demandé aux Africains, qui ont demandé à tous les Africains, pour ne pas dire à tous les pays, de l'installer. C'est pour contrôler l'argent qu'ils nous prêtent. Tout à fait. Donc, c'est pour cela que je te dis qu'il y a une deuxième vague qui doit arriver. Le jour où on aura fini de modifier la loi sur l'OFNAC, enlever le mandat de 6 ans, déloger l'enrichissement illicite, le loger au pôle financier, judiciaire financier, c'est là où beaucoup de gens vont tomber. Parce qu'avec les réductions de comptes, ils ne verront rien. Mais avec l'enrichissement illicite, Macky Sall le sait, c'est pourquoi il a logé là-bas à l'OFNAC. Et l'OFNAC est dirigé par Bassirou... qui est un élément de Macky Sall, Bassirou Gueye. Bassirou Gueye, voilà, c'est ça. Et pourtant, on a entendu l'ancien juge Mouchendaou dire que Bassirou Gueye doit être démis de ses fonctions à l'OFNAC. Mais justement, il a un mandat. Parce que non seulement il ne joue pas véritablement son rôle. Mais il a raison. Mais malheureusement, il a un mandat. On lui a voté, il y a une loi sur ça. Il a un mandat, je crois, de 6 ans. Alors donc, aujourd'hui, la seule façon de pouvoir le démettre, c'est de modifier cette loi. Ou de supprimer cette loi pour qu'il soit libre. C'est comme ça. Donc je crois que ils vont amener cette loi-là à l'Assemblée nationale pour pouvoir quand même l'enlever. Parce que je crois que lui aussi, il a des comptes à rendre. Il traîne avec beaucoup de dossiers, n'est-ce pas? Alors, monsieur Ibrahim Inde Diadieba. Oui. Alors, on va aborder le dernier point, qui est le dialogue politique lancé par le président de la République. Alors, pour régler les problèmes politiques qui demeurent jusqu'à présent. Alors, mais ce qu'on constate pour le moment, la réticence d'une partie de l'opposition, surtout en l'occurrence Thierno Alassane Sall, qui dit niet à ce dialogue-là. Alors, quelle appréciation faites-vous d'abord? Avant de parler de Thierno Alassane Sall, qui est un poids plume, il ne faut pas parler au nom de l'opposition. Vraiment. Il n'y a personne sur la scène politique au niveau de l'opposition, quelqu'un qui est crédible pour parler au nom de l'opposition. Ou bien qui pèse. Oui, justement. Qui pèse sur le plan national. C'est ce que j'appelle crédibilité. Okay. C'est sur le poids politique. Alors donc, d'ailleurs sur les réseaux sociaux, je vois beaucoup de gens qui écrivent, qu'il y a une contradiction entre le président de la République et le Premier ministre. Moi je demande les gens, peut-être ils aiment amalgamer quoi. C'est une façon de vouloir amalgamer. Parce que le président il a dit dialogue national. Le Premier ministre il a dit que dans ce pays il n'y a pas de problème politique. Il n'y a que des problèmes d'économie. Il a raison. Nous ne sommes pas sûrs nous n'avons pas de problème politique, nous n'avons pas de conflit politique. Nous n'avons pas de divergence politique. Le président a convoqué un dialogue national, même si c'est dialogue politique, il a dit dialogue national.
même si c'est dialogue politique, mais la politique est vaste. Oui. La politique est vaste. Le gouvernement, c'est la politique. La constitution, c'est la politique. Le code électoral, c'est la politique. Les partis politiques, c'est la politique. Donc, quand tu dis que le président a dit dialogue politique, l'autre a dit qu'il n'y a pas de problème politique, il y a divergence, les gens sont pressés de voir des problèmes entre Bassirou et Sonko. Et Ousmane Sonko. Mais ça, non, il faut qu'il dépasse quand même ces détails, qu'il prenne un peu de hauteur. De recul, surtout. Mais de hauteur, Abdou. Tout à fait. Parce qu'un grand politicien, il y a des choses qu'il doit dépasser. Si tu n'arrives pas à avoir des arguments valables sur ça, tais-toi. Écoute, une chance aussi que les Sénégalais, ils ont aujourd'hui une capacité de compréhension extraordinaire. Et d'analyse, tout à fait. Donc on ne peut plus les dribbler dans ces détails de rien du tout. Vous savez, après les assises de la justice, mais on avait promis quand même d'entamer les assises des partis politiques. Tout à fait. On avait dit aussi, on va parler de la Constitution, on va parler du code électoral, des institutions. Mais ça, c'est un dialogue, c'est une concertation sur l'avenir politique et démocratique de notre pays. Vous voulez que les partis politiques là continuent comme ça? Il n'y a aucun parti politique présentement bien structuré. Des partis politiques, moi j'ai écrit un post là-dessus. Mais il faut qu'un parti politique quand même ait, comment dirais-je, un siège, une permanence, avec une adresse précise, avec un bureau politique, un parti qui va aux élections, un parti qui décline, qui déclare, l'origine de ses finances pour ses activités politiques, un parti qui dépose un bilan financier à la fin de l'année. La Constitution, il faut revoir les articles et les alinéas. Ensemble, on dit que bon, voilà cet article, vraiment, il faut changer ça, dans la concertation. Les alinéas, la même chose. Le code électoral, la même chose. Une fois maintenant que tout ça a été nettoyé, mais quand même, on dit que bon, voilà. Maintenant, avec ça, on peut aller aux élections. Avec un bulletin unique. On peut aller aux élections avec un bulletin unique. On peut faire tout pour que chaque Sénégalais puisse obtenir en âge de voter, puisse obtenir sa carte d'électeur. Puisse voter là où il est au moment de l'élection. Mais tout ça, c'est quoi? Ça, c'est une crise politique. Mais c'est un dialogue qui concerne tout le monde. Il y a des articles qui empêchent certains de pouvoir aller aux élections. Et aujourd'hui, si on ne change pas le code électoral, si on ne discute pas sur le code électoral, est-ce que Barthélémy Diaz peut aller aux élections? Il ne peut pas être candidat. Si on ne discute pas sur ça, sur l'article 29, est-ce qu'il peut aller aux élections? Mais il y a des choses, il faut que les gens arrêtent. Reviennent à de meilleurs sentiments. Mais justement, parce que ça c'est pour notre avenir politique, ça n'a rien à voir avec la réconciliation, comment dirais-je, entre acteurs politiques. On n'a pas de problème entre acteurs politiques. Ce qu'on veut, c'est assainir notre politique, assainir la Constitution, assainir le code électoral, assainir les partis politiques. Et il faut qu'on en discute. Mais qu'on en discute. Maintenant, s'ils ne viennent pas, les absents auront tort. Ouais. Ça ne peut pas les empêcher de discuter avec le peuple parce que ils ne représentent pas le peuple. Ils sont là-bas uniquement ils représentent leur veste. C'est tout. Donc, s'ils ne viennent pas, d'autres vont discuter à leur place et on trouvera une solution et on va à l'Assemblée nationale avec la majorité. Ils votent et le problème est réglé. Et on adopte. Ceux-là, ils n'ont besoin de personne. Parce qu'il n'y a pas de crise, rien ne les empêche de travailler. Ils te disent que même si c'est un seul mandat, on mettra le Sénégal sur les rails. J'en suis fier moi personnellement. Parce que voilà ce que j'ai combattu, ce que j'ai voulu pendant des années, c'est de mettre le Sénégal sur des rails. Ce n'est pas avec des Alassane, comment il s'appelle encore, Thierno Alassane Sall, avec ces 0,0%, qu'est-ce qu'ils représentent pour la population? Qu'est-ce qu'ils peuvent empêcher dans ce pays-là? Mais il faut qu'ils arrêtent. Tout à fait. Il faut qu'ils pensent à l'avenir de ce pays-là. D'ailleurs, le chef du gouvernement, Ousmane Sonko, a appelé à une mobilisation collective. Il nous faut désormais nous orienter résolument et concentrer tous nos efforts pour le relever, car nous avons le potentiel, les compétences, l'envie et la détermination, donc pour relever le défi économique. Mais nous ne sommes
Nous ne sommes pas dans une adversité politique. Tout à fait. Nous sommes dans une animosité politique. C'est ça notre problème. Aujourd'hui, Ousmane Sonko, ce qu'il devrait être, Dieu a fait, il l'est. Diomaye, ce qu'il devrait être, Dieu a fait qu'il l'est. Mais il faut que les gens, quand même, soient des croyants. Il faut qu'ils soient des croyants. C'est fini, ils sont là pour 5 ans. Maintenant, parce que tu n'es pas content de Sonko, tu n'es pas content de Diomaye, tu veux tout bousiller au détriment des Sénégalais et du Sénégal. Ça, c'est mauvais. Ce ne sont pas des opposants, ce ne sont pas des patriotes. Il faut qu'ils aient accepté le dialogue là. Le dialogue là, c'est pour eux. S'ils ne viennent pas, si c'est en politique, il faut être toujours présent. Si tu n'es pas présent, tout ce qu'on fera là-bas, ce sera contre toi. Et même présent et donner son avis, même si ce sont des avis opposés à ce que veut le pouvoir, quand même on vous entend. Mais on ne vous demande pas grand-chose. On vous demande tout simplement comment faire pour que nos partis politiques soient structurés, pour qu'on puisse quand même avoir, comment dirais-je, une scène politique moderne. Que pensez-vous de la Constitution? Que pensez-vous du code électoral? Que pensez-vous des institutions? Que pensez-vous du mode électoral? Que pensez-vous des inscriptions pour les cartes électorales? Mais ça, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde, tout à fait. C'est pour faciliter le vote. Tout à fait. Que pensez-vous de la carte, comment dirais-je, un bulletin unique? 10 candidats, chaque candidat au moins 8 bulletins de vote. À quoi ça sert? Au moment où on pouvait avoir 8 millions de bulletins seulement, à la place de 800 millions de bulletins. Oh, c'est pas sérieux quand même. Alors, monsieur Ba, la toute dernière question. Alors, il y a des leaders politiques qu'on n'entend plus sur la scène politique sénégalaise. Qui, par exemple? Khalifa Sall, Bougane Gueye Dany, les Idriss Seck, Jean-Paul Diaz. Alors là, peut-on parler de retraite prématurée? Pas prématurée. C'est une retraite normale. Ils doivent arrêter. Abdou Diouf. Ou bien ils reculent pour non. Même s'ils sautent, ils vont tomber. Ils ne pourront pas se lever. C'est pas possible. Comment dire, Abdou? Nous, à notre âge aujourd'hui, 70 ans. 70 ans. Qu'est-ce qu'on peut réussir avec 70 ans aujourd'hui? Qui va donner ce pays-là à quelqu'un qui a 70 ans? Qui va donner ce pays-là à quelqu'un qui a 70 ans au moment où ces gens ne dorment pas le jour, ne dorment pas la nuit? Surtout maintenant avec... on parle maintenant de république des jeunes, parce que les jeunes maintenant prennent leur destin en main. Mais c'est ce qui est normal. Aujourd'hui, c'est l'électorat qui a changé. On a un électorat tout jeune, tout neuf. Tout jeune, tout neuf. Donc les vieux qui arrivent là-bas, ils vont perdre leur temps. Parce que vous n'êtes même pas vous n'êtes même pas au même longueur d'onde. Tout à fait. Sur la même longueur d'onde, je veux dire. Alors donc toi, tu es vieux, tu as 70 ans. L'électorat d'aujourd'hui, c'est 25 ans, 30 ans. 25 ans, 30 ans. Toi, tu as 70 ans. Mais vous n'êtes pas, comment dire, sur la même ligne. Tout à fait. Vous ne pouvez pas vous entendre. Donc il faut que les gens acceptent de prendre leur retraite. Khalifa, nous avons le même âge. On a 70 ans aujourd'hui presque. 69 ans, 70 ans. Mais c'est fini. Nous, tout ce qu'on pouvait régler, c'est fini. Si on ne l'a pas réglé jusqu'à présent, on ne le réglera plus jamais. Il faut préparer la relève. Sinon, accompagner les jeunes et préparer la relève. Et ça, c'est important. Oui, c'est ça. Okay. Les Bougane et consorts, ce ne sont pas des hommes politiques. Ça, c'est des perturbateurs. Vous savez, les vrais politiciens aujourd'hui, bon, pratiquement... Et il faut avoir un projet de société. Mais malheureusement, ils ne l'ont pas. Pour que les jeunes vous écoutent. Ils ne l'ont pas. Mais si vous passez tout votre temps à critiquer, à attaquer, mais les Sénégalais présentement, sans proposer de projet politique, alors là, vous êtes en déphasage avec les réalités actuelles de la société. De la société. Si c'est Abdou, l'opposition... Si je devrais faire de la politique, je resterai toujours à l'affût, à l'écoute de la population. C'est important. La vraie opposition, c'est la population. Il faut toujours écouter la population. Tout à fait. Quand la population ne dit rien, ne murmure pas,
elle écoute le régime en place, chasse qu'il n'y a rien, il n'y a pas de matière. Le jour où la population commence à murmurer, commence à s'intéresser, commence à dénigrer, commence à bouger, tu dis que voilà, là, on commence à avoir de la matière. Mais présentement, tant que ces jeunes-là, ils travaillent dans une maison de verre, dans une probité, tout est clair. Comment dirais-je, les Sénégalais sont au courant de tout. Je vous jure qu'ils sont là pour plus de 20 ans. Parce que c'est ça ce que les Sénégalais veulent. Tous ces gens qui ont quitté le pouvoir là, c'est parce qu'ils ont fauté. Ils ont tous fauté. Ils n'étaient pas là pour le peuple, ils étaient là pour eux-mêmes. En voulant partir, tu veux mettre ton fils, tu veux mettre ton ami, tu veux rester. Les Sénégalais disent, bon, si tu crois que tu es le seul fils sénégalais, tu te trompes. Mais quand tu viens uniquement pour travailler, pour que les Sénégalais se développent, pour que l'avenir des Sénégalais soit radieux, les Sénégalais le comprennent mieux que quiconque. Et ça, c'est vraiment ce qu'on assiste présentement. Voilà. Merci, M. Ba. Alors, votre dernier mot. Mais sinon, je te remercie beaucoup. Vraiment, peut-être, on a beaucoup crié. Mais bon, le sujet était comme ça. Je te remercie beaucoup. Et je remercie aussi les auditeurs. Bon, je présente mes excuses à tous ceux qui peuvent être, comment dirais-je, blessés à travers mes paroles. Mais je remercie aussi, comment dirais-je, le directeur général Ablaye, les techniciens et tout le monde. Merci beaucoup. J'espère qu'on a fait une bonne émission. Oui, ça a été un plaisir vraiment de vous recevoir sur cette antenne, sur la 98.7 Océan FM et sur le bouquet canal 846. Je rappelle à nos chers auditeurs que nous recevions M. Ibrahim Inde Diadje Ba, alors qui est le consultant principal de cette émission. Nous remercions également nos chers auditeurs et la partie technique a été assurée par Ibrahim Diop. Nous remercions le directeur de la radio, M. Abdoulaye Diop. Alors, la présentation